Monsieur le Premier ministre, il y a moins d'un an, vous avez été nommé à Matignon après la débâcle de votre camp aux élections municipales. Vous succédiez à Jean-Marc Ayrault. Vous le disiez usé, mais lui a pu jusqu'au bout compter sur la confiance de sa majorité. Monsieur le Premier ministre, le triste épisode parlementaire que nous vivons est une nouvelle étape, sans doute d'ailleurs l'avant-dernière de votre affaiblissement politique. Car finalement, votre bail à Matignon est une succession de faux pas parlementaires. Et votre orgueil personnel dût-il en souffrir, permettez-moi de vous rappeler la succession de ces faux pas parce que cela relève en quelque sorte clairement du livre des records. Premier discours de politique générale le 8 avril dernier. On a compris que votre majorité était étriquée, fragile. 306 députés sur 340 députés de gauche ont été à vos côtés. C'était un premier camouflet. Votre pacte de stabilité, quelques jours plus tard, le 29 avril, les conditions de la Bérésina se mettaient en place et les députés vous lâchaient les uns après les autres. Il vous reste 265 soutiens. Et puis, il y aura la fin du mois d'août où vous répondrez à la cuvée de redressement de M. Montebourg par une démission de votre gouvernement et donc second discours de politique générale. Résultat des courses, une confiance étriquée, 269 voix pour, 244 contre. Vous avez évité de très peu la sortie de route. L'automne sera émaillé de votes tous plus serrés les uns que les autres. Sur les textes importants, notamment budgétaires, vous êtes à la tête d'une majorité fragile, relative, qui vous oblige en permanence à marchander, pour ne pas dire à boursicoter, comme un président de conseil sous la 4e République. Et n'est-ce pas là, finalement, votre marque de fabrique, celle d'un chef de gouvernement qui, chaque jour, se coupe davantage de ses troupes? Et ce qui devait arriver arriva donc. Les masques tombent. Vous êtes à la merci de votre majorité. Vous ne tenez plus le manche. Vous ne pilotez plus. Ce qui est un peu tragique dans cette affaire, c'est que vous tombiez sur un texte finalement aussi insignifiant. Le président de la République a dit lui-même, et ce n'est pas peu de le dire, que ce n'était pas la loi du siècle. Et vous vous y accrochez comme si votre survie gouvernementale en dépendait. En pur communicant que vous êtes, vous avez voulu en faire pour vous-même un brevet de réformisme, un brevet de bon élève de la social-démocratie. Vous n'aurez pas ce brevet, Monsieur le Premier ministre, car en choisissant la procédure d'exception, vous avez entamé la procédure d'enterrement de cette loi. Vous ne pourrez utiliser le 49.3 qu'une fois au cours de la session. Vous n'êtes donc pas à la veille de faire adopter définitivement ce texte. Et d'ores et déjà, nous vous mettons en garde, Monsieur le Premier ministre, contre quelques basses manœuvres parlementaires qui consisteraient, si vous êtes encore là, à présenter ce projet de loi Macron en session extraordinaire au cœur de l'été. Permettez-moi tout de même, Monsieur le Premier ministre, de vous rendre grâce sur ce point précis. Vous venez de faire un usage de la Constitution conforme à son esprit. L'article 49.3 a été pensé comme un outil pour discipliner les majorités divisées et éclatées en plusieurs groupes. Votre majorité, c'est peu de le dire, est profondément divisée et éclatée, et en toute logique, vous avez décidé de la mater à coups de 49.3. Un homme d'État faisant le constat de son incapacité à réformer aurait pu, je ne dis pas aurait dû, aurait pu assumer ses responsabilités. Assumer avec courage vos responsabilités, c'était accepter le vote de la représentation nationale et, en cas d'échec, démissionner. Voilà une attitude qui n'aurait pas manqué de panache. Car, Monsieur le Premier ministre, les Français ne sont plus dupes. Ils ont compris que votre obsession n'est pas de réformer. Votre obsession, elle est tout simplement de durer pour construire votre image personnelle. Et je vous le dis, tout ça n'est pas très glorieux. Vous auriez pu tomber sur une grande réforme, sur un budget de baisse des impôts pour redonner confiance aux Français qui travaillent dur et que vous considérez comme des vaches à lait.
Vous auriez pu tomber sur une réforme du marché du travail. Vous auriez pu tomber sur la réforme des retraites. Vous auriez pu tomber sur l'abrogation des 35 heures. Eh bien non. Là, vous tombez sur la petite loi Macron. Cette loi qui se situe entre pas grand-chose et rien du tout. Vous tombez sur un texte issu d'un robinet d'eau tiède qui a coulé pendant 3 semaines, week-end compris. Pensez-vous sincèrement que faire travailler les commerçants 12 dimanches par an, libéraliser les trajets en autocar ou encore organiser des déserts notariaux sont à la hauteur des enjeux du pays? Pensez-vous vraiment que les petites tractations avec les élus des départements d'outre-mer visant à instaurer des jours fériés différents de ceux du reste du pays sont un bon signal? Les jours fériés qui seraient remplacés pourraient être le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, l'Assomption, la Toussaint. Est-ce que tout cela a quelque chose à voir avec la croissance? Bien évidemment non. Mais cette initiative est une initiative malheureuse. Elle porte en elle les risques d'une surenchère. Et vous seriez bien inspiré, Monsieur le Premier ministre, de la combattre autant dans vos actes que dans vos discours, parce que votre ministre avait la possibilité de mettre le veto sur cet amendement. Il ne l'a pas fait. Non seulement la loi Macron ne répond pas aux grands défis de la France, mais elle est dangereuse à certains égards. Vous devriez vous rendre à l'évidence. Les Français ne veulent pas de ce texte et ce qui vous reste de votre majorité n'en veut pas non plus. Abandonnez-le et vous épargnerez un long calvaire, Monsieur le Premier ministre. On ne peut certes pas vous reprocher de tenter de sauver les apparences, mais dans la trajectoire de ce texte, c'est votre propre trajectoire politique et celle du Président de la République qui sont inscrites. Cette histoire, c'est l'histoire d'une majorité qui a cru aux mensonges de campagne de François Hollande et qui ne supporte plus ces reniements. C'est l'histoire d'un rendez-vous manqué entre l'exécutif et sa majorité. C'est l'histoire d'un quinquennat manqué. C'est l'histoire de 3 années de perdu. En décidant de recourir à l'article 49.3, non seulement vous humiliez vos troupes, mais vous actez que sous Hollande et Valls, la France reste inerte et passive. Monsieur le Premier ministre, on a pu pardonner à Michel Rocard, à Édith Cresson ou à Pierre Bérégovoy d'utiliser l'article 49.3. Mais pour vous, c'est impardonnable. Quand on a 340 députés de gauche à disposition, quand on est un chef respecté et écouté, on s'évite une telle humiliation. Le 49.3, c'est l'arme qu'utilisent les faibles. Et vous êtes faible, Monsieur le Premier ministre, parce que vous avez un bilan catastrophique. La croissance est à l'arrêt depuis 3 ans. La France décroche dangereusement. Le chômage touche 3,5 millions de nos compatriotes. Les impôts asphyxient les entreprises, les classes moyennes, les familles qui ont été les cibles de votre folie fiscale. L'assistanat progresse parce que vous n'avez pas le courage de replacer le travail au cœur du pacte social. Depuis 3 ans, sur chaque texte présenté par votre majorité, nous avons répondu avec des propositions concrètes que vous avez systématiquement balayées. Nous avons proposé de réduire le coût du travail et de redonner de la compétitivité aux entreprises en basculant une partie des charges qui pèsent sur les salaires sur une assiette de financement plus large. Nous avons proposé de repousser l'âge légal de départ à la retraite pour éviter, comme vous l'avez fait, d'augmenter les cotisations et de baisser les pensions en amputant ainsi le pouvoir d'achat des salariés et des retraités. Nous avons proposé des accords d'entreprise permettant d'augmenter la durée du temps de travail et de sortir définitivement du carcan des 35 heures. Nous avons proposé de supprimer le collège unique et de mettre en place l'apprentissage à 14 ans, alors que vous avez détruit l'apprentissage pour le remplacer par des emplois aidés.
Nous avons proposé de réduire le panier de soins et d'augmenter la franchise pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Vous avez fait tout le contraire et vous avez donc contribué à ouvrir les vannes de l'immigration clandestine. Nous avons proposé de rétablir l'équité entre le secteur public et le secteur privé avec l'instauration de 3 jours de carence dans la fonction publique. Nous avons défendu les fondements de notre politique familiale que vous avez gravement mis à mal avec un parti pris idéologique insupportable. Et pendant ce temps, vous n'avez engagé aucune réforme, Monsieur le Premier ministre, aucune réforme de structure, ni sur le temps de travail, ni sur le marché du travail, ni pour l'emploi des jeunes, ni pour le financement de la protection sociale. Nous demandons donc à notre Assemblée de vous censurer parce que votre politique économique et sociale est un échec total. Nous demandons à l'Assemblée de censurer le projet de loi Macron qui ne répond plus, pas plus d'ailleurs, aux exigences de l'activité qu'aux exigences de croissance. Nous demandons à l'Assemblée de vous censurer car votre gouvernement n'est pas à la hauteur des responsabilités historiques qui sont les vôtres. C'est votre politique économique et sociale que nous censurons. Épargnez-nous, Monsieur le Premier ministre, je vous le dis d'avance, épargnez-nous vos discours sur les valeurs de la République pour ressouder les vôtres et éluder les vrais sujets. Nous n'acceptons pas qu'une nouvelle fois, vous nous mettiez en cause sur la défense des valeurs de la République. Vous n'avez pas, loin s'en faut, le monopole des valeurs de la République et ici, aucun député n'a de leçons à recevoir de vous. Ce gouvernement, le vôtre, devrait en toute logique être renversé après le vote de la motion de censure. Comme d'autres, et vous sans doute, je doute que la colonne vertébrale des frondeurs soit d'un bois tel qu'il passe à l'acte. Ceci étant, ils nous ont habitués, je dois le concéder, à un certain courage. Mesurez donc bien ce qui se joue ici, Monsieur le Premier ministre. Pour votre gouvernement, c'est au mieux le début de l'immobilisme et au pire le début de la fin. Cette censure aura une réplique. Une réplique là où les Français vous diront tout le mal qu'ils pensent de votre politique et sociale. Le 22 mars, dans les urnes, aux élections départementales, les Français vous censureront. Les Français doivent savoir que nous combattons votre politique, une politique qui est mauvaise pour notre pays. Ils doivent savoir que la censure d'aujourd'hui est à nos yeux l'anticipation de la censure du 22 mars, que ce sera pour l'opposition un formidable encouragement à poursuivre notre mission et à servir les Français et préparer l'alternance. Depuis 2 jours, depuis cette décision à recourir à l'article 49.3 dans les conditions piteuses que l'on connaît, vous nous chantez l'air du « tout va très bien à gauche, Madame la Marquise ». Mais évidemment que personne ne vous croit, Monsieur le Premier ministre. Et personne ne vous croit non plus lorsque vous prétendez qu'il n'y a pas d'alternative politique. Avez-vous oublié qu'il y a 3 ans, la France avait un président de la République et un gouvernement qui étaient respectés? Avez-vous oublié qu'elle avait ici une majorité que le gouvernement n'a jamais eu besoin de brutaliser? Allez, on respecte l'orateur. Avez-vous oublié, mes chers amis, que le groupe UMP n'a jamais failli, comme le fait le groupe PS, obsédé qu'il est par la préparation de son congrès? L'alternative politique, Monsieur le Premier ministre, elle existe. Nous la construisons jour après jour. Nous avons fait des propositions au cours du débat pour bâtir un consensus économique dont la France a besoin. Votre ministre a balayé tous nos amendements sur les 35 heures, sur le code du travail, sur les seuils sociaux, sur le contrat de travail unique ou encore sur l'apprentissage. Mais si vous aviez encore un doute, Monsieur le Premier ministre, sur l'existence d'une alternative en France, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, le Président de la République a la possibilité de lever le doute. Il a le pouvoir de renvoyer les députés devant les électeurs. Et vous verrez alors, Monsieur le Premier ministre, ce que réellement vous pesez dans le pays. Merci.
Merci, monsieur